tout le monde. Donc je vais faire juste quelques petites introductions en tant qu'historien de formation. Je pense que ce qui est important, vraiment, aujourd'hui, presque un an après le début de cette guerre, c'est important de répondre bien à la question pourquoi Poutine a commencé cette guerre. Et je pense, c'est pas parce qu'il avait peur que l'Ukraine adhère à l'OTAN, pas parce qu'il voulait coûte que coûte, à tout prix, reconquérir le Donbass, mais la réponse est parce que Poutine, finalement, a fait les siennes, les idées des défenseurs, des supporters de l'Empire russe, comme Dugin. Parce que Dugin, vous vous souvenez, il a 97, il a écrit un grand livre, Les fondements de la géopolitique, où il écrit que finalement son idée c'est que la Russie est inconcevable sans empire, et donc l'existence de l'État ukrainien en tant que tel, l'Ukraine souveraine, représente, équivaut à une déclaration de la guerre géopolitique à la Russie. Donc il faut démanteler l'Ukraine. Il explique comment, en 4 régions, etc. Donc aujourd'hui, ce qui se passe finalement, que Poutine, pour des raisons, ça il faut pas déterminer, pour des raisons pas tout à fait déterminées, s'est radicalisé et aujourd'hui finalement il a cette position, il est vraiment dans la position de bâtisseur de nouvel empire eurasien, ceux qui prenaient Dugin. Les idées de Dugin au début des années 90 c'était assez marginaux, mais aujourd'hui c'est vraiment le mainstream. Parce que quand Poutine il parle de cette nouvelle, la Russie, de la grande Russie historique, c'est par de l'Empire. Et donc, en tant qu'historienne, ce que je voudrais dire, que finalement il y a cette incompatibilité fondamentale entre l'existence aujourd'hui de la Russie de Poutine et l'existence de l'Ukraine démocratique et pro-européenne. Il y avait déjà dans l'histoire ces incompatibilités, par exemple entre Getmana des Cosaques et l'Empire russe, entre la Russie rouge, la Russie blanche et l'Ukraine, la République populaire ukrainienne, il y a 100 ans. Aujourd'hui, on est en face de la même incompatibilité. Et donc, les solutions de cela, de solutions de cette guerre, il n'y a que deux options, ou changement de régime ukrainien, ou changement de régime russe. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, heureusement, aujourd'hui, l'Ukraine, grâce au courage de son peuple et grâce à l'aide occidentale, il va survivre. Donc, le régime de Zelensky n'est pas menacé. Donc, l'issue de cette guerre peut se terminer seulement quand le régime de Poutine change. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'autre, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, juste pour finir, le discours d'hier, ce qu'il a montré, que finalement, évidemment, Poutine est jusqu'à boutiste. Il se positionne, on serre les vis, évidemment, ces concepts de forteresse assiégée. On demande aux oligarques de rentrer ou choisir son camp. Mais aussi, c'est un petit peu escalade, mesurée. Parce qu'il n'y avait pas de déclaration de la guerre, on est toujours dans le cadre de l'opération militaire spéciale, il n'y a pas de mobilisation. Donc on essaye de. Parce que Poutine ne veut pas il se positionne dans la lignée de Pierre Legrand, Staline, et un petit peu de. Vous savez, le personnage Shirlitz, c'est James Bond soviétique, il a un film, tous les gens qui ont vécu soviétique connaissent ce film, 17 instants du printemps, où il y avait un grand espion soviétique qui fait partie de Gestapo, et le plus intelligent, il gagne toujours. Donc Poutine se voit dans sa façon de voir les choses, qu'il pense qu'il est le plus intelligent, et en plus qu'il est dictateur. Donc, pour finir, donc, cette escalade qu'il mène, il comprend très bien, il ne veut pas se positionner comme Nicolas II, il ne veut pas perdre, il ne veut pas être perçu comme quelqu'un de faible, ou quelqu'un qui a fait perdre beaucoup de virus. Donc, on n'a parlé pas du tout hier des victimes, on n'a pas analysé les conséquences de cette guerre, mais finalement, on a fait semblant que tout va bien, tout est normal, tout va bien. Mais le problème, je vais finir sur cela, que pour moi, ça rapproche de plus en plus de l'état de l'Union soviétique des années 80. Quand il avait la guerre d'Afghanistan, on a perdu 15 000, les Russes, l'Union soviétique a perdu 15 000 personnes. Aujourd'hui, on parle déjà 150 000, et non après. Et donc, il y avait aussi la chute des années 80, conjoncture économique défavorable pour la Russie, parce qu'à cause de la chute du prix de l'hydrocarbure, aujourd'hui, la Russie est dans la même position, il y a une perte des recettes de l'État qui sont très conséquentes à cause des sanctions. Mais évidemment, la différence aujourd'hui, pour moi, fondamentale entre la Russie d'aujourd'hui et l'Union soviétique, il y avait une déception totale dans les valeurs de l'Union soviétique, du communisme. On se moquait de Brezhnev.
Aujourd'hui, la propagande russe est toujours très forte, donc il n'y a pas de cette déception généralisée. Mais finalement, je ne sais pas comment on pourra cacher pendant le temps cet écart entre les pertes colossales des Russes sur le front, appauvrissement de la population. Il ne faut pas tenir longtemps, parce que les derniers chiffres que j'ai vus, je sais sur ça, je vous donne la parole, les derniers sondages que j'ai vus, quand même, il y a 69% des Russes maintenant qui sont des amis ou des proches qui sont mobilisés, et 36% dont les proches ou les amis qui sont déjà morts. Bon, je vais finir sur cela, et donc je vais donner d'abord parole à Gala, qui va parler de la société russe, et après Tourniquet va parler de la politique étrangère russe. Merci. Merci beaucoup. Comment se fait-il que malgré toutes les pertes, malgré des problèmes causés par les sanctions, etc., la société russe, selon tous les sondages, et c'est ce qui est constaté aussi par exemple les journalistes présents sur place, comment se fait-il que la société russe soutient toujours massivement Poutine? Et ce n'est pas très important quels sont les chiffres précis, est-ce que c'est 70%, est-ce que c'est 80%, etc. Mais on sait que clairement, une grande partie de la société russe soutient Poutine. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons principales. D'une part, c'est quelque chose que je dirais s'appelle la matrice impériale chez la population russe, c'est-à-dire quelque chose qui est présent et qui dépasse de beaucoup l'allégeance au régime de Poutine. C'est la conviction dans laquelle ont été élevées des générations de Russes, de Soviétiques et de post-soviétiques, à savoir que l'Empire a une valeur absolue, la Russie est censée s'élargir au nom de telle ou telle idée, peu importe laquelle. Les idées ont changé, c'était la Russie troisième Rome, Sainte-Russie, tout simplement empire, et donc le désir de conquête, d'ouvrir la fenêtre vers l'Europe, porter l'idée communiste à travers le monde, etc. Peu importe l'idée, mais il y a cette notion que l'empire, c'est quelque chose de presque droit divin qui doit s'élargir. Et avec ceci est associée l'idée de la supériorité de la civilisation russe, de la culture russe et même de la langue russe. Je raconte en tant qu'anecdote, comme vous savez, j'ai vécu en Union soviétique, j'y suis née et je suis partie à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité et une grande partie d'études supérieures en Russie, à Moscou. Et je me souviens que dans notre salle de classe, il y avait une affiche où il y avait une citation tronquée de Tourgueniev, grand écrivain russe du 19e siècle, qui d'ailleurs a vécu lui-même une grande partie de sa vie à Paris et qui faisait partie d'un petit cercle d'écrivains français. Et il a participé au premier prix Goncourt notamment. Mais voilà, en 1982, il a écrit cette phrase qui a été partiellement citée dans ma salle de classe, mais dans toutes les salles de classe de l'Union soviétique aussi. La langue russe est grande et puissante. Par curiosité, il n'y a pas longtemps, j'ai enfin trouvé toute la citation sur Internet, et toute la citation dit... donc il écrit ça en 1882, les années de la réaction noire, on peut dire, en Russie tsariste. Il écrit « Tout va mal dans ma patrie, mais quand je pense à la langue russe », et donc là il y a 4 épithètes, pas de grande, puissante, libre et véridique, je pense qu'elle ne peut qu'appartenir à un très grand peuple. Et donc il met ses espoirs en ce peuple. En fait, dans cette définition, déjà tout est mensonge. La langue ne peut pas être grande ou petite. La langue possède, n'importe quelle langue humaine, ses propres moyens de puissance, et elle peut être encore moins libre ou véridique, pravdivy en russe. Donc,
voyez, mais c'est presque une divinisation de la langue russe. Et cela explique un peu cette attitude. Donc, la langue russe est meilleure que les autres, elle donne plus de... je ne sais pas si on a beaucoup analysé cette phrase. Comment on prouve qu'elle est ce que Turgenev dit qu'elle a. Mais en tout cas, ça montre cette idée de supériorité, de grande supériorité de la langue russe. Et cela justifie, en partie en tout cas, dans la tête de beaucoup de gens, comment peut-on persécuter les russophones. Mais c'est de la russophobie. Vous voyez, pourquoi cette question de la langue russe est tellement sensible? Pourquoi des communautés russes vivant à l'étranger souvent ne veulent pas apprendre même une autre langue du peuple au sein duquel ils vivent? Et c'est pareil pour la littérature, pour les arts, pour la musique, etc. La Russie s'est développée beaucoup plus tard que plusieurs pays européens. En fait, la création de la langue littéraire russe remonte en partie à Lomonosov et elle a été codifiée seulement par Pouchkine au début du XIXe siècle. La culture russe s'est développée en imitant au début les genres déjà existants en Europe. C'est pareil pour tous les arts. Et donc, oui, il y a de très grands écrivains, il y a de très grands musiciens, personne n'en doute, mais défier aussi cette culture et considérer que la culture russe est supérieure aux autres, ça fait partie de cette matrice impériale. Donc, matrice impériale est propre aux gens qui souvent n'en sont même pas conscients. Je cite parfois cet exemple. Vous savez, le grand poète Joseph Brodsky, prix Nobel de la littérature, a été strictement contre le pouvoir soviétique. Il était anti-soviétique dans le sens le plus pur de ce terme, et il a été forcé à l'exil, il est parti, il a vécu en Amérique, et il n'est même jamais retourné en Union soviétique après son émigration, je crois en 73, 74, je ne me souviens pas l'année exacte. Et voilà qu'en 91, quand l'Ukraine proclame son indépendance, Joseph Brodsky écrit un poème totalement répugnant pour l'indépendance de l'Ukraine. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, peut-être pas entièrement, mais au moins en citation. Et donc, c'est une explosion de colère, mais comment c'est chahoué, c'est-à-dire c'est comme les bougnoules pour les Maghrébins, donc le nom méprisant des Ukrainiens en russe, hostile, demander leur indépendance. Et donc, il donne des scénarios très sombres de ce que va devenir le peuple ukrainien une fois son indépendance acquise, qu'il va être asservi, et voire pire, par les Polonais et par les Allemands. Et à la fin, il dit, mais donc ce bougnoul ukrainien, au moment de sa mort, en scratchant son sale matelas, en hurlant de douleur, il va quand même prononcer un vers d'Alexandre, c'est-à-dire Pouchkine, et non une connerie de Shevchenko. Vous voyez, ça c'est le pur, c'est l'essence de cette matrice impériale, et c'est que maintenant, à l'aune de cette guerre en Ukraine, qu'on commence à se rendre compte à quel point ces idées ont pénétré la société russe. Maintenant, deuxième volet du problème. Donc il y a beaucoup de Russes qui soutiennent cette guerre tout simplement parce qu'ils considèrent normal
que l'Ukraine fasse partie de la Russie, c'est cette matrice impériale. Ah oui, mais une fois on a été ensemble, pourquoi est-ce que nous ne serons pas de nouveau ensemble? Il y a même des divagations absolument que je trouve totalement à la fois absurdes et terrifiantes parce que ça montre l'incompréhension du monde dans lequel ces gens vivent. Ils pensent qu'une fois que l'Ukraine sera conquise ou qu'ils œuvrent de sorte à changer le régime et prendre le contrôle, c'est ce que les Russes ont essayé de faire pendant assez longtemps en travaillant avec les élites ukrainiennes, en instaurant Yanukovych par exemple à la présidence, etc. Sauf que bon, ça n'a pas marché. Et donc, j'entends à la télévision russe des choses absolument horribles du genre que oui, maintenant les Ukrainiens souffrent, mais ensuite, une fois qu'ils auront compris, c'est Dugin que j'ai écouté hier ou avant-hier qui disait ça, une fois qu'ils auront compris qu'ils n'ont pas d'existence en dehors de la Russie, on va œuvrer ensemble et tout va rentrer dans la norme. Yevgeny Prigozhin, qui paraît-il a perdu les grâces de Poutine, a dit il y a quelques jours quelque chose d'encore plus horrible, qu'il faut attirer de notre côté russe les Ukrainiens en leur promettant le partage futur de l'Europe occidentale que nous allons occuper et où ils pourront avoir donc leur part. Parce qu'ils ont souffert ensemble avec nous. Vous voyez, donc, ça c'est bien sûr les expressions extrêmes de cette matrice impériale. Mais je pense que pour une grande partie de la société russe, c'est aussi le conformisme qui est propre à tous les régimes totalitaires. En fait, nous l'avons vu par exemple en Allemagne nazie, tous les Allemands n'étaient pas des nazis convaincus, mais ils ont préféré de fermer leurs yeux et de s'adapter. Ça s'appelle le conformisme et c'est quelque chose qui est propre à tous les régimes totalitaires. On préfère fermer les yeux, faire semblant qu'il ne se passe rien, qu'en effet, il y a quelque part cette opération militaire, mais nous, ici, on continue d'aller au théâtre, d'acheter des livres, de regarder la télé, de travailler, de s'amuser. Tout va bien, en somme. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile de percer, parce que les gens s'enferment dans une sorte de bulle. Et très souvent, même des gens qui disent « Ah oui, je suis contre cette guerre, elle est tellement horrible », mais demandez est-ce qu'ils ont vu les images de Boutcha, par exemple, et ils vont vous dire « Non, mais je regarde tout ça, c'est trop horrible ». Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a si peu d'empathie pour les Ukrainiens. Il y a des sondages qui ont été faits, et on a peut-être 10% de la société russe, 10% seulement, qui éprouve de l'empathie et donc le sentiment de la honte et le sentiment de sa propre impuissance et de sa responsabilité face à cette horreur que la Russie fait en Ukraine. Donc, nous avons aussi un phénomène de, on peut dire, patriotisme, parce que, de nouveau, c'est trop terrible de s'opposer et il vaut mieux adhérer, même passivement, et sur cela se superpose, comme déjà quelqu'un a dit ici, qu'il y a une grande partie déjà de la population russe qui a connu une telle famille où un fils est mort, une telle famille où un mari est rentré de cette guerre estropiée, etc. Et donc, ces gens, maintenant, c'est aussi en quelque sorte la vengeance.
C'est-à-dire, il y a pas mal, justement, de familles, même des mères qui ont perdu un fils, qui crient à la vengeance et qui sont prêts à instaurer des contrôles pour trouver les gens qui esquivent et qui ne veulent pas être mobilisés. C'est une société maintenant profondément malade, aussi bien sûr écervelée et lobotomisée par plus de 20 ans de propagande, qui n'est plus capable d'une résistance quelconque si elle veut, quand les individus veulent résister, et la plupart tout simplement acceptent son sort, se solidarisent, il y a un slogan « être avec son pays dans les épreuves », donc se solidarise même s'il ne comprend pas l'objectif de cette guerre, mais puisque nous y sommes, puisque c'est notre pays, puisque ce sont nos gars sur le front, eh bien, il faut les soutenir. Je pense que le réveil de cette société risque d'être horrible, parce que si la Russie perd cette guerre, même ni l'Ukraine, ni encore moins l'OTAN n'ont l'intention d'envahir la Russie. Donc la guerre s'arrêtera au moment où l'Ukraine aura récupéré ses territoires. Je ne sais pas quel sera le réveil de cette société qui, pendant 20 ans, a été militarisée, au sein de laquelle on a mené la propagande donc de cette idée de restitution à la fois de l'Empire et de l'influence de cet empire dans le monde. Ça, c'est Torniquet qui va en parler. Et qui donc a été habitué à l'idée même d'une troisième guerre mondiale. Pour beaucoup de propagandistes russes et pour beaucoup de Russes, cette troisième guerre mondiale a déjà commencé. Il y a eu une sorte d'accoutumation même aux choses aussi horribles que les possibles frappes nucléaires. Chacun de vous peut-être connaît cette fameuse phrase de Vladimir Poutine, qu'est-ce qui va se passer, il a dit ça en 2018, bien avant la guerre en Ukraine, au grand propagandiste du régime qui s'appelle Vladimir Solovyov, dont aussi vous connaissez probablement le nom. Donc Solovyov a demandé qu'est-ce qui va se passer en cas d'une frappe nucléaire, et Poutine a répondu deux choses. D'une part, s'il n'y a pas de Russie dans ce monde, quel est l'intérêt de garder le monde? Et d'autre part, il a dit aussi, eh ben, eux, les Occidentaux, et peut-être toute l'humanité, ils vont crever, tout simplement crever, et nous irons au paradis. Et donc, il y a aussi cette idée maintenant, il y a un culte de la mort qui est pratiqué maintenant en Russie. Et donc, dans ce culte de la mort est soutenu par l'Église orthodoxe russe. Le patriarche Kirill a dit, dans une des prêches récentes, il a dit il ne faut pas trop s'accrocher à la vie terrestre. C'est très honorable et héroïque de mourir au combat pour sa patrie. Et sachez que dans le cas de cette mort au combat, tous vos péchés seront effacés et vous irez droit au paradis. C'est pas très chrétien, à vrai dire, mais c'est plutôt l'idéologie de Daesh et autres groupes terroristes, ce qui confirme une fois de plus que la Russie est déjà un État terroriste. Et donc, tout cet ensemble fait que les idées les plus absurdes et les plus réactionnaires envahissent la société russe. Le million qui était contre la guerre tout court, ou contre la mobilisation au moins, est parti. Le pays se ferme de plus en plus.
Et en écoutant hier, et je vais terminer avec ça, en écoutant hier le discours de Poutine, j'ai été vraiment frappée par une chose, c'est qu'il vilipende l'Occident, mais il ne dit rien sur l'issue de la guerre. Il dit simplement nous allons avancer de façon méthodique et soigneuse, je ne sais pas comment bien traduire ça, аккуратно, pour ceux qui connaissent le russe. Mais je commence à penser sérieusement qu'en fait, Poutine, sachant qu'il ne peut pas gagner, n'a pas intérêt à arrêter cette guerre, mais au contraire, le fait de la continuer, que ça dure très longtemps, lui permet de fermer complètement le pays, à la façon de la Corée du Nord, et à instaurer donc un régime semi-militaire comme pendant la guerre, et donc avoir le contrôle total de sa population. C'est ce qui a été décrit déjà en 2006 par l'écrivain russe Vladimir Sorokin dans le livre que je ne peux que vous conseiller, donc Une journée d'Oplichnik, qui a été le livre absolument prophétique. Et aujourd'hui, nous voyons 15 ans plus tard la réalisation de cette dystopie à laquelle on avait du mal à croire il y a 15 ans seulement. Voilà, je vous remercie. Donc là, on vous remercie énormément pour cette analyse très juste et réaliste qui fait un petit peu froid dans le dos, mais c'est ça la réalité de la société russe aujourd'hui. Et je passe tout de suite la parole à Torniquet qui va nous parler de la politique étrangère de la Russie. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Non, il faut appuyer. Ah oui, d'accord. Merci Galia et merci Volodymyr pour me donner l'opportunité de parler de la politique étrangère russe. Alors, faire ça en un quart d'heure, 20 minutes, c'est extrêmement difficile. Je vais essayer d'être le plus concis possible et de parler en première partie des instruments de cette politique étrangère et ensuite de son application selon les régions du monde. Bon, les instruments, rapidement, deux instruments qui émergent. La guerre, première, et ce qu'on a appelé un peu rapidement la guerre hybride, deuxième. Donc la guerre, c'est quelque chose que la Russie utilise volontiers. Nous vivons en Union européenne et on a cru que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cet instrument de politique était banni, c'était fini, qu'on vivait des temps pacifiques, les relations étaient apaisées par des relations culturelles, commerciales, etc. On a développé des relations économiques avec l'Union soviétique, y compris le partenariat énergétique, en pensant que ça allait résoudre les différences géopolitique. Ça, c'était la grande idée allemande, notamment de l'ouverture vers l'Union soviétique, la Ostpolitik. C'était également une croyance un peu naïve des libéraux, pensant que voilà, le doux commerce de Montesquieu, plus on développe les relations commerciales, plus les choses s'apaisent, ça éloigne les possibilités d'une guerre. Les Russes ont montré que c'était absolument pas vrai. Au contraire, on pouvait utiliser ces relations commerciales et cette dépendance économique contre son adversaire, soit en corrompant. Ceux qui sont intégrés font partie de cette relation bilatérale, soit en utilisant de façon coercitive. C'est-à-dire on coupe le gaz, ou on arrête de vous fournir les matières premières, vous avez vous-même engagé, vous êtes devenu vous-même dépendant de nous, tiens, on arrête, on vous punit, on emploie ça de façon coercitive. Donc la guerre d'abord, la vraie guerre militaire avec des morts, bombardements, etc., c'est quelque chose, donc c'est la continuation ou l'application de
de la théorie de Clausewitz, donc la continuation de la politique par d'autres moyens. Et la guerre hybride, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, c'est-à-dire par des moyens politiques. C'est un peu le pendant, l'inverse de la première. La guerre est un instrument important pour la politique étrangère russe de Poutine, parce que depuis qu'il est président, on a quasiment de façon ininterrompue, la Russie était engagée dans des guerres. La guerre en Tchétchénie, ensuite la guerre en Géorgie, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine 2014, la guerre en Ukraine 2022. Et à chaque fois, ces guerres sont directement converties sur le plan de la politique étrangère en plus grande popularité, légitimité, renforcement du régime. Ça lui donne l'occasion de détruire l'opposition, les médias. La première guerre en Tchétchénie, c'était détruire les médias. On a détruit la télévision, surtout les chaînes de télévision indépendantes. Ensuite, on a détruit les pouvoirs régionaux. La fédération russe n'est pas une véritable fédération. C'est les chefs des républiques ou des régions sont des simples exécutants des ordres qui viennent du Kremlin. On a profité de ces guerres pour mettre au pas les oligarques, soit les faire fuir s'ils n'acceptaient pas les règles du jeu, soit les tuer, soit les soumettre, tout simplement. La guerre est absolument nécessaire à la survie du régime de Poutine. Vous vous souvenez des manifestations de Bolotnaya en 2011, où on a vu pour la première fois, c'était là où le régime a le plus vacillé. Ce n'était pas encore suffisant pour le faire tomber. Mais tout de suite, après, donc la guerre était terminée en Géorgie depuis un moment, donc il y avait cette période de paix, pas très longue, mais quand même de quelques années. Tout de suite a suivi donc l'occupation de la Crimée, la guerre en Ukraine. On revient à des taux de popularité extrêmement qui touchent le ciel. Ensuite, la guerre en Syrie, on voyait que ça à la télévision. À un moment donné, on a même oublié l'Ukraine entre 2015 et 2017. C'était du matin au soir, c'était la guerre en Syrie. Et Ukraine, évidemment. Donc la guerre absolument indispensable. Et ça va même plus loin parce que avant même Poutine, si on regarde, je ne vais pas aller aussi loin que l'histoire de l'Empire tsariste, qui a toujours été en guerre également, guerre expansionniste. Cette étrange théorie aussi, là où meurt le soldat russe, la terre qui est arrosée par le sang du soldat russe, c'est la Russie. C'est pas mal. Hein. C'est-à-dire, voilà, les Russes sont morts en Crimée, donc c'est la terre russe. Les Russes sont morts dans le Caucase, c'est la terre russe. Etc., etc. Donc c'est une conception assez étrange des frontières et du territoire. Le fait que... Galia a beaucoup insisté sur la matrice impériale. Le fait que la Russie ne sait pas elle-même où passent ses frontières. C'est vrai que la Russie n'a jamais été un État-nation. Dès que la Russie s'est émancipée du joug tataro-mongol, quasiment très très vite, elle est devenue un empire. Elle a tout de suite continué les conquêtes territoriales. Donc les Khanats tatars, Astrakhan, après on va vers la Sibérie, Kazan, oui. Après on se tourne vers l'ouest, la Baltique, le territoire de l'actuelle Ukraine, après vers le sud, la Crimée, le Caucase, sans arrêt. Donc contrairement aux autres empires, parce que les Occidentaux ont eu aussi leurs empires coloniaux, la Russie n'a jamais été un État-nation, tandis que la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc., qui ont eu des colonies, ont d'abord été des États-nations, ensuite ils sont allés à la conquête des autres régions du monde. La Russie ne sait pas aujourd'hui ce que c'est que la Russie, autre chose que l'Empire. Aujourd'hui, la Fédération de Russie n'est pas un État-nation, c'est un empire, comme l'Union soviétique a été un empire, l'Empire tsariste était un empire. Donc cette matrice impériale est absolument constante et les Russes ne savent pas réfléchir, enfin je parle des élites dirigeantes, réfléchir autrement que par la matrice impériale, y compris une partie de l'opposition. Je veux dire,
Navalny, bon, on aimerait qu'il soit libéré, on aimerait qu'il puisse participer à la vie politique russe aussi, parce que c'est pour combattre ensemble contre l'ennemi commun, mais sur la question impériale, je ne suis pas sûr qu'il soit cachère, hein, comme on dit. Donc voilà, la question impériale, vraiment déterminante, la guerre, l'empire. Alors la guerre hybride, le deuxième instrument, qui est le pendant de la guerre, là c'est là où on ne peut pas intervenir directement militairement, et d'ailleurs on peut mélanger les deux, parce que dans les pays comme l'Ukraine ou des pays de l'ancienne Union soviétique, ce qu'ils appellent la zone d'influence russe, ce que trop souvent les Occidentaux ont repris comme ça, sans questionner cette notion, oui, la zone d'influence russe. Mais encore aujourd'hui, il y a des journalistes qui me posent la question, votre pays, la Géorgie, qui fait partie de la zone d'influence russe. Je dis, mais il faut avoir un petit peu de sens critique avant de reprendre les termes comme ça. Donc on peut utiliser, on peut combiner les deux. Donc l'Ukraine, avant d'être soumise à la guerre et à l'attaque, à l'agression militaire, a été déstabilisée par ces moyens de ce qu'on appelle la guerre hybride, la désinformation, chantage énergétique, les actes terroristes, sabotage, cyberguerre. Bon, je peux vous parler pendant des heures de ce qu'ils ont fait en Géorgie en 2008, déportation des Géorgiens qui vivaient en Russie pour déséquilibrer un petit peu la situation à l'intérieur, financer des groupes violents, extrémistes, saboter le pipeline du gaz qui va de la Caspienne vers la Méditerranée en passant par la Géorgie, la Turquie, etc., etc., etc. Donc c'est toute une panoplie. Et avant et après ça, c'était la guerre. Bon, la guerre hybride, maintenant, désormais, c'est plutôt l'instrument qu'on utilise en priorité, sans utiliser la guerre, la vraie, en destination des Européens, des Américains, dans les régions du Sud. C'est les manipulations électorales, c'est-à-dire des interventions dans les processus électoraux, financement des partis politiques extrémistes, souvent de droite, mais pas seulement, on verra dans la deuxième partie. C'est toutes sortes de tentatives de déstabilisation en mélangeant des instruments idéologiques, économiques, etc. Maintenant, les régions, comment ces instruments sont appliqués. Bon, le premier cercle, c'est l'ancienne Union soviétique. Donc c'est le cœur de l'Empire qu'il faut reconstruire. Alors souvent, on dit que... Alors en France, on aime beaucoup citer Poutine de 2005, je crois, quand il disait que l'affondement de l'Union soviétique, c'est la plus grande catastrophe géopolitique. Mais il aurait ajouté, ceux qui veulent reconstruire l'Union soviétique auraient pas de cerveau, enfin auraient peut-être du cœur ou pas de cerveau. À l'identique. Voilà. Ça, c'est important. Et donc ça, c'était l'argument utilisé par tous les Poutine-Versteher pour nous dire que, attention, il regrette peut-être l'effondrement de l'Empire, mais il n'a absolument pas l'intention de reconstruire l'Empire. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Si, ils sont toujours dans les émissions télévisées qui disent des choses un peu différentes aujourd'hui, mais reconstruire l'Empire, c'est absolument programmatique. D'abord, le monde russe. Alors, manque de chance, l'Ukraine est à l'avant-poste et l'Empire russe est difficilement imaginable sans Ukraine. Je ne me rappelle plus ce film soviétique que j'ai vu, que j'ai revu récemment. Il y a un extrait, c'est fait à l'époque soviétique, où il y a un jeune homme et une jeune femme, c'est une histoire d'amour, et en même temps, en parallèle, c'est l'idylle soviétique, ils travaillent ensemble dans un kolkhoz, je ne sais pas quoi. Et le garçon dit qu'il est ukrainien, il dit « j'aime l'Ukraine ». Enfin, il dit un poème, il compose un poème sur l'Ukraine. Et la fille lui dit « mais c'est l'époque soviétique, hein. ». Il dit « c'est mal, vous ne pouvez pas aimer l'Ukraine. On ne peut pas aimer l'Ukraine comme ça, comme tu aimes, c'est dangereux ». Et ça, moi je pense qu'il y avait plein de films ou des poèmes sur l'amour de la Géorgie, d'Arménie, etc. Et ce n'était pas considéré aussi dangereux. Aimer l'Ukraine, c'était déjà d'emblée, même à l'époque soviétique, c'était suspect. Parce que ça sous-entendait, c'est vraiment le fondement de l'Empire, et s'il n'y a plus l'Ukraine, on ne sait plus où s'arrête l'effondrement de l'Empire.
Donc voilà, le monde russe, l'Ukraine, la Biélorussie fait partie, même la Moldavie d'une certaine façon. Premier cercle, ensuite, second cercle, c'est le Caucase, évidemment, l'Asie centrale. Et après, d'autres cercles concentriques, les pays baltes, la Pologne, l'Europe orientale. Bon, les plus radicaux des propagandistes russes incluent tout l'ancien pacte de Varsovie, jusqu'à Berlin. Berlin, Ruski Gorod, on a vu des manifestations, la foule qui hurle Riga, Ruski Gorod, Kiev, Ruski Gorod, Berlin, Ruski Gorod. Bon, ça c'est les plus gourmands, on va dire, mais ça existe. Donc, alors, qu'est-ce qu'on applique comme instrument pour ce cercle? C'est l'intimidation, la guerre. D'ailleurs, j'ai un collègue qui connaît bien la politique, qui est spécialiste de la diplomatie russe. Et le pauvre, il souffre beaucoup en ce moment, mais il me dit les Russes sont très bons diplomates. Certains diplomates sont très bons. Il y a une très bonne école diplomatique, mais c'est pas les diplomates qui déterminent la politique de la Russie vis-à-vis de l'ancienne zone d'influence, justement, avec beaucoup de guillemets. Ce sont les politiciens, c'est Poutine. Poutine et son entourage qui réfléchit. Et c'est pour ça qu'ils commettent autant d'erreurs. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. En réalité, quand ils pensaient qu'en 3 jours, il allait conquérir Kiev et toute l'Ukraine, c'est qu'ils ne savaient pas réellement quelle était la situation. Et aussi son entourage, c'est des silaviki, c'est pas des gens c'est pas des diplomates ou c'est pas des grands intellectuels, ils font passer pour la réalité leurs propres croyances et leurs propres intérêts aussi, parce qu'ils veulent être ceux qui vont être plus influents au sein de l'appareil politique. Je parle des militaires et des services. Donc cette politique vis-à-vis des voisins est déterminée non pas par les diplomates, et d'ailleurs ils n'ont pas d'école diplomatique, ils ne considèrent pas que c'est important d'étudier les sociétés dans ces pays-là, ou leur culture, ou leurs aspirations. À la limite, ils considèrent ça humiliant. Comment on va pas étudier, on va pas créer une faculté ou une chaire d'études ukrainiennes ou une chaire d'études géorgiennes en Russie? C'est nos provinces. On va pas les étudier comme si c'était des pays étrangers. On va les dominer autrement, par la force. Alors, deuxième groupe de pays, c'est les Occidentaux, l'Europe occidentale, les États-Unis. Là, il y a une combinaison d'instruments, c'est aussi l'expérience soviétique. Alors l'objectif, je vais très vite, je n'ai pas le temps de développer en détail, l'objectif c'est de diviser les Occidentaux. Alors diviser, d'abord, mettre un coin entre les États-Unis et l'Europe occidentale, jouer sur les instincts européens disant les Américains vous dominent, vous êtes des serviteurs de Washington, c'est Washington qui vous dicte tout, et donc jouer sur ce sentiment de fierté européenne pour créer des divisions au sein de la communauté euro-atlantique. Oui, nous avons plein de problèmes avec les Américains, il y a des choses mais on a quand même une unité des valeurs qui tient, qui donne sens à cette communauté euro-atlantique. Les Russes ont toujours essayé, et même les Soviétiques ont toujours essayé de détruire cette solidarité entre les deux rives de l'Atlantique. Et à l'époque soviétique, il y avait un plein d'organisations humanistes, pro-paix, pour la paix dans le monde, contre la présence des forces américaines en Europe, contre l'OTAN, contre les bombes, etc. Donc il y a tout un tas d'organisations équivalentes encore aujourd'hui. Certains agissent de façon honnête, ils y croient, d'autres sont instrumentalisés et même rémunérés pour faire ça. Diviser les Européens et les Américains et diviser les Européens entre eux. Alors opposer les Européens de l'Est aux Européens de l'Ouest. Ça c'est dire aux Français ou aux Allemands qu'ils se font manipuler par ces va-t-en-guerre polonais, baltes, tchèques, etc. Mais nous, on n'a rien contre vous. Nous, la France, on aime la France. On aime l'Allemagne, mais ce sont ces Polonais, ils n'ont pas la même histoire que vous, donc ils vous entraînent dans le conflit contre la Russie. Donc c'est diviser, avant tout, avec les moyens, évidemment,
les médias, la désinformation, les partis politiques, les organisations politiques, tout ça, c'est des composantes de la guerre hybride. Le cercle suivant, c'est ce qu'on appelle le Sud global. Ça englobe les pays de l'Asie, de l'Afrique, d'Amérique du Sud. Là, alors qu'en Europe et dans l'Occident, l'allié principal de la Russie, c'est plutôt les forces conservatrices ou ultra-conservatrices d'extrême droite. Dans cette partie du monde, c'est l'anti-américanisme, l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme occidental, blanc, etc. Donc, vous voyez, en Afrique, je ne veux pas être celui qui va dire que ce qui se passe, c'est cette espèce d'opposition quasi systématique à la France maintenant dans un certain nombre de pays africains est uniquement due à la Russie. Non, pas du tout. Mais la Russie exploite très fortement et très habilement ces conflits, ces tensions, et on a vu ces dernières années, l'un après l'autre, plusieurs pays africains voir les coups d'État arriver au pouvoir, des forces extrêmement hostiles à la France, plus présence sur place de la milice Wagner, qui est l'émanation, c'est pas une milice d'ailleurs, on ne devrait pas appeler Wagner une milice, c'est l'émanation de l'État russe. Hein. Quand on parle de la milice, on a l'impression qu'ils agissent de façon indépendante. On voit les mêmes tendances, de plus les médias, évidemment, en Afrique, Russia Today, ou l'équivalent, est l'un des premiers médias le plus regardé. Avec toutes ces théories de complot, on a vu quand même un exemple assez extraordinaire des massacres de Moura au Mali, où on a accusé les Français d'avoir tué des dizaines de personnes. À Moura, c'était quand ils ont massacré un marché où ils ont tué 300 personnes, mais c'était un autre aussi également au Mali, où on a fabriqué un fake news où on a accusé les Français d'avoir commis les meurtres de masse. C'était d'ailleurs en parallèle, en même temps qu'on découvrait les charniers à Boutcha, à Irpin ou dans d'autres villes ukrainiennes. En Amérique latine, évidemment, l'anti-américanisme, c'est quelque chose qui marche à fond, et c'est les pays bolivariens de l'Alliance bolivarienne, donc Venezuela, Nicaragua, Cuba, quelques autres, mais aussi les pays un peu moins radicaux, les pays comme le Brésil, l'Argentine, qui avec un vieux fond anti-américain et histoire d'opposition très forte, qui a ses raisons d'être, je veux dire, vis-à-vis des États-Unis, reçoit avec c'est un terrain favorable à cette propagande russe. C'est pour ça que dans les votes, quand on voit l'ONU, les votes qui condamnent la Russie, on voit rarement pas mal de pays d'Amérique du Sud s'abstenir. Ceux qui soutiennent la Russie, c'est toujours Nicaragua et Venezuela. D'ailleurs, la dernière fois, le Venezuela s'est abstenu parce qu'on leur a fait miroiter la levée progressive de l'embargo sur leur pétrole, parce que puisqu'on n'achète plus le pétrole et le gaz russe, ils ont peut-être l'espoir de vendre maintenant leur pétrole. Et au moment du vote, le représentant du Venezuela est allé dehors fumer une cigarette, et donc ils n'ont pas voté. Ils se sont pas abstenus, ils n'étaient pas présents au moment du vote de cette résolution contre la Russie. Je citerai juste le dernier exemple de la Chine, qui est extrêmement important, parce que maintenant, Poutine, il nous dit que, même d'ailleurs dans son exposé d'une heure 45 minutes d'hier, c'est le monde occidental, c'est fini. Notre erreur, ça avait été d'avoir imité l'Occident, d'avoir développé nos relations avec l'Occident. C'est fini maintenant, et le monde est beaucoup plus vaste, et on va se tourner vers le reste du monde, la Chine, le Moyen-Orient, le monde arabe, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Je n'ai pas le temps de parler du Moyen-Orient, c'est également un sujet intéressant, où la Russie a marqué un certain nombre de points après les printemps arabes, parce que les gouvernements autoritaires ont eu tous peur, et comme la Russie se présente comme étant un peu le chef de file des autoritarismes dans le monde entier, ils se sont tous
rallié à Moscou. Le maréchal Al-Sisi considère Poutine comme un exemple. Même les pays traditionnellement qui avaient une politique étrangère pro-occidentale, pro-américaine, comme l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, les relations avec la Russie se sont pas mal développées ces dernières années. Bon, je ne parle pas d'alliance, mais il y a un partenariat s'est accru de façon considérable. Alors la Chine devient de plus en plus, dans cette relation bilatérale avec la Russie, bon, à la fois la Chine apparaît comme étant l'allié de la Russie, mais un allié très dangereux parce qu'on assiste à une vassalisation croissante de la Russie vis-à-vis de la Chine. Sur le plan économique, c'est un déséquilibre absolu. Les exportations des hydrocarbures russes qui étaient destinées auparavant à l'Europe sont maintenant destinées aux pays asiatiques et à la Chine, mais c'est les Chinois qui dictent le prix en gros, et ce prix est beaucoup moins élevé que le prix obtenu de la part des Occidentaux. L'Inde également obtient des hydrocarbures russes avec beaucoup de réduction, de 30 à 40%. Donc ce partenariat, oui, il se développe, mais je ne suis pas sûr que ça soit en faveur de la Russie. Les Chinois, on a vu il y a quelques mois la réunion au sommet du groupe de Shanghai en Ouzbékistan, à Samarcande, où Poutine n'était plus celui qui jouait les premiers couteaux. Les stars, c'était Xi, Modi et Erdogan. Poutine avait même, alors qu'il a l'habitude de faire attendre toujours les chefs d'État, et parfois il fait attendre plusieurs heures. C'est aussi sa façon de traiter. Si vous fait attendre qu'une heure, si vous faisiez attendre qu'une heure ou deux, c'était parce qu'il considérait beaucoup. Mais les dirigeants de l'ex-Union soviétique, il les faisait attendre 4, 5, 6 heures. C'était sa façon de souligner sa supériorité. Pour la première fois, c'est Poutine qui attendait. On voyait la conférence de presse attendre Erdogan. Il a même attendu le président kirghize. Kyrgyzstan, c'est pas la Chine. Donc vous imaginez les rapports de force entre la Chine et la Russie, dans quel sens ça évolue. C'est pas dans l'intérêt de la Chine de voir la Russie s'effondrer, de perdre la guerre en Ukraine complètement. Mais la Chine, et puis pour la Chine, c'est important de voir le résultat de cette guerre, parce qu'il y a le dossier de Taïwan qui attend. Donc il y aura des conséquences forcément pour ce dossier-là. Mais dans cette relation, dans cette guerre contre l'Ukraine, les Chinois ont donné leur vision du conflit. Ils veulent pas, ils sont contre que ce conflit continue éternellement, parce que c'est mauvais pour le commerce international, c'est mauvais pour les projets projets chinois de One Road, One Belt, etc. Et donc ils veulent que cette guerre s'arrête. Ils ont un principe quand même qu'ils ont toujours soutenu, c'est l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues. Ils l'ont répété. Ils ont dit plusieurs fois qu'ils étaient pour ce principe. Donc ce principe, ça veut dire quand même aussi, ça suppose l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y a le président Xi, non pardon, c'était pas le président Xi, c'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui était présent à Munich, à la conférence il y a quelques jours, a dit qu'il y avait un plan chinois pour résoudre ce conflit. Alors ce plan avait deux principes, le principe de l'intégrité territoriale et le principe prendre en considération les inquiétudes pour la sécurité de la Russie. Donc ça veut dire quoi ? On ne sait pas trop ce que ça veut dire. En général, les inquiétudes pour la sécurité de la Russie, c'est démilitarisation, neutralisation d'un certain nombre de pays à cette frontière occidentale. Donc les Chinois, ils vont proposer quelque chose, un plan, qui n'est pas exactement ce que les Russes voulaient au début du conflit. Même actuellement, je ne pense pas qu'ils soient contents, mais vu l'évolution de la situation sur le terrain, ils pourront peut-être obligés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres alliés que la Chine, d'essayer de se raccrocher à ce plan chinois. Mais là, il va falloir que les Ukrainiens et les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine fassent très attention et essayent de
de tenir jusqu'au bout pour à la fois obtenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aussi le droit de l'Ukraine de choisir sa propre sécurité, parce qu'on parle de la sécurité de la Russie depuis le début, mais on n'a pas parlé de garantie de sécurité pour l'Ukraine. C'est quand même le comble, c'est l'Ukraine qui est attaquée, on parle de garantie de sécurité pour la Russie, y compris nos dirigeants européens. Je ne les mentionnerai pas nommément. Donc je m'arrête là. Ouais. Désolé pour cette présentation un peu trop rapide et décousue, mais je serais ravi de répondre à vos questions. Malheureusement, on va sauter la question. Merci beaucoup. Juste Galia, tu voulais dire.